Bonsoir et cordial bienvenue à une autre émission VE2 CQ. Ce soir, nous allons parler d'organisation au niveau de la radio amateur comme telle, également des réseaux, avec notre invité Danny, VE2 Echo Bravo Kilo, dans un instant. Bonsoir à tous. Danny, bienvenue à l'émission. Merci, bonsoir. Danny, on parle ce soir de réseau au niveau de la radio amateur. Est-ce que tu pourrais nous en faire un peu l'organigramme des réseaux? Oui, au niveau des réseaux de la radio amateur, c'est assez simple. C'est un petit peu comme un, comment dirais-je, un bulletin de nouvelles, où on pourrait comparer ça justement à un bulletin de nouvelles, où il y a un animateur et puis il y a des gens qui viennent se présenter. C'est bien certain que la radio amateur étant de couverture mondiale, parce qu'on parle ici un peu plutôt des réseaux mondiaux, les horaires des réseaux varient en Amérique du Nord, et puis ces heures, donc, habituellement, c'est le soir, parce que le jour, naturellement, tout le monde travaille. Donc, sauf qu'il y en a le jour aussi, mais c'est dû à ce que le décalage horaire, donc les réseaux d'Asie, les réseaux d'Europe, et puis du Pacifique. Donc, ici, le matin, on a les réseaux d'Europe qui, eux autres, sont après souper. Tard en soirée, on a ici les réseaux d'Asie qui sont pour eux autres le soir. Je veux dire, les autres sont dans l'après-midi, un peu avec le décalage horaire. C'est ce qui arrive un petit peu là-dedans. Ça veut dire à ce moment-là que le radio amateur, en tout cas, se doit d'être bien informé, à savoir justement les fuseaux horaires. C'est bien ça. Maintenant, Danny, comment on fait pour se débrouiller lorsqu'on arrive justement sur un réseau comme ça? Parce qu'il ne faut pas en faire partie d'un réseau instantanément sans déranger tout le monde. La loi voulant que écouter est la première chose à faire. Donc, il s'agit en principe de regarder ce qui se passe parce que il y a différentes sortes de réseaux. Il y a des réseaux, des fois, qui sont d'information, d'autres réseaux pour des trafics, des messages, d'autres réseaux où c'est des stations marines, des bateaux, des voiliers. Donc, ils en profitent de passer leur message via la radio amateur. Puis, récemment, avec les ouragans qu'on a connus dans les Caraïbes, il y a beaucoup de réseaux d'urgence aussi qui sont mis sur place là, assez rapidement. Tout comme il y a quelques années avec le tremblement de terre au Mexique ou encore dernièrement aussi avec le tremblement de terre là, de Californie, où les communications sont tous coupées. Donc, on a assez rapidement organisé des réseaux avec la radio amateur. Certains pouvant opérer sur batterie. Et puis, il y a surtout des régions comme, je disais, le Mexique, où il y a beaucoup de coopérants de pays étrangers qui se trouvent là. Donc, des gens d'Europe, des Canadiens, un petit peu partout du monde se trouvent là, tout comme en Californie, où, à ma grande surprise, j'apprenais qu'il y avait au-delà de 100 000 Canadiens qui étaient là. Donc, tout le monde, en même temps, veut avoir des nouvelles des autres. Donc, les canaux normaux, soit le téléphone ne fonctionnant plutôt pas et étant réservé aux messages d'urgence, c'est bien ça. Habituellement, la radio amateur prend la relève de ce côté-là. Maintenant, on disait tantôt, avant justement de s'insérer au niveau d'un réseau, il faut savoir écouter. Alors, c'est bien ça, oui. Mais une fois qu'on a bien écouté, qu'on est sur la bonne fréquence, c'est ça. Comment ça se passe? En principe, au niveau, c'est une question que beaucoup se passe. Ça fonctionne comment j'appelle, comment je reçois, qui me dit qui j'appelle ou quoi que ce soit. En principe, au niveau de la radio amateur, c'est bien structuré par des lois mondiales ou des organisations. C'est l'Union internationale des télécommunications qui gère, en plus des communications commerciales, gère les communications aussi des radios amateurs. Donc, chaque pays a ses lettres d'appel bien définies, a ses règlements bien définis, ses portions de fréquences à utiliser, à non utiliser, le mode d'opération ou pas. Donc, à partir de là, quand je vais à l'écoute, je peux facilement, d'après les lettres d'appel, reconnaître, premièrement, quelle est la station, communique avec quelle autre station. C'est des règles qui sont établies depuis longtemps. Il n'y a aucun problème de ce côté-là pour même les non-initiés à reconnaître qui parle avec qui et qu'est-ce qui fait quoi. D'accord. Ce qui veut dire que ce qu'on voit comme présentement à l'écran, 4M0ARV,
c'est un pays que C'est ça. vous avez entendu, vous avez pris c'est bien ça. Celui-ci a une petite particularité. C'est une île que possiblement qui est dans les Caraïbes. C'est l'île, en anglais, ils appellent ça Bird Island. C'est une île où possiblement personne n'ira en vacances là. C'est un petit banc de sable dans le milieu des Caraïbes. C'est un préfixe spécial qui a été autorisé au club du Venezuela, le petit île appartenant au Venezuela, pour opérer là. Ça veut dire qu'il y a des expéditions spéciales. C'est bien ça, c'est bien ça. En principe, les lettres d'appel du Venezuela sont YV, sauf que pour une occasion spéciale, tout comme au Canada, à certaines occasions, pour fêter un anniversaire, un centenaire, souligner qu'il y a un événement spécial, on peut avoir des dates spéciales. Celle-là est en étant une. On voyait au-dessus un petit peu l'hôtel Victor III, là, qui était le Vatican, étant là un gouvernement indépendant, donc ils ont leur propre lettre d'appel. Plusieurs pays d'Afrique, on voit entre autres l'Inde et puis le Pakistan, quelques-unes comme ça, l'Israël, quelques pays d'Afrique aussi. Les conversations durent en moyenne combien de temps, Denis? Les conversations, tout dépendant si c'est en phonie ou en télégraphie, ça peut varier, tout dépendant. Exemple, on parlait de la carte 4M0. C'est une expédition qui avait lieu là-bas. Je veux dire, il y avait peut-être une quinzaine de radioamateurs qui étaient sur les lieux. Donc, ce qui arrive, c'est que la conversation est assez impersonnelle dans ces cas-là, parce que tout le monde, le temps étant assez limité d'opération, tout le monde essaye de contacter puis le pays ou l'île en question. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une façon également de procéder. Il y a une façon assez spéciale de procéder, et puis qui est quand même pas compliquée, mais c'est avec l'habitude, parce qu'imaginez, l'expérience, c'est ça, parce qu'imaginez, là, c'est peut-être 50 ou 60 000 personnes qui essayent de communiquer avec la même station en même temps. Mettez une salle où 300 personnes essayent de parler à l'interlocuteur, ça fait tout un chahut, imaginez-en 50 ou 60 000, ça fait toute une cacophonie sur les ondes. Donc, il y a une procédure d'établie. Alors, si les écouteurs d'ondes courtes qui, justement, en parcourant différentes bandes de fréquences, entendent à un certain moment donné, on voit ici, exemple, Uniforme Québec 2, Golf Mike. On entend souvent le meneur du réseau qui donne les deux dernières lettres. C'est bien ça, oui. C'est la passe pour couper la communication, surtout lors de ces expéditions-là. C'est vraiment les 2 ou 3 dernières lettres d'appel qui fait pour diminuer le temps de transmission de tout le monde qui va... donner la chance égale à tout le monde. C'est bien ça. Parce que tout le monde n'est pas favorisé par la propagation. Tout le monde n'a pas des bonnes antennes. Je veux dire, c'est un AB, donc c'est pas nécessairement les meilleurs équipements qui remportent. Ça donne la chance à tout le monde. Puis une fois qu'on a notre billet chanceux, on peut tirer, Danny, quelles sont les informations qui s'échangent en principe, les lettres d'appel, le rapport de signal. Pour comme une communication, là, pour des contacts tels qu'on voyait à l'écran, là, ça c'est la plupart des républiques russes que j'ai contactées, les contacts sont quand même plus longs. Je veux dire, c'est un contact là, assez amical où présente ton nom, l'endroit où tu demeures, les conditions de réception de signaux, les équipements un petit peu utilisés, les types d'antennes. Donc, c'est des conversations qui peuvent être plus longues que c'est vraiment là, des contacts, là, vraiment, ou ce qu'on appelle les expéditions. Des contacts, malheureusement, très recherchés. Très recherché, dure quelques secondes. Je veux dire qu'on prend bien l'identification de la station à ce moment-là. C'est bien ça, c'est bien ça. Comme on parlait au cours d'autres émissions, il existe des registres... c'est bien ça. Habituellement, pour ces expéditions-là, où des fois, à l'espace, c'est vraiment assez impressionnant. Des fois, dans l'espace de 4 ou 5 jours, on a réussi à faire 35-40 000 contacts. Fait que c'est beaucoup. Donc, habituellement, il y a des adresses spéciales, pour envoyer ça, pour démêler tout ça. Et puis, des fois... on va répartir les États-Unis à un endroit, l'Europe ailleurs, pour en venir à bout. Parce qu'imaginez, 35 ou 40 000 lettres qui arrivent par la poste, entre autres, par expérience, pour avoir communiqué avec une station en Afrique qui, comme par hasard, est incoopérant, est arrivé là-bas, les premières journées n'ayant rien ou pratiquement rien à faire, a commencé à faire de la radio. Et puis, en a fait plus que moins. La première semaine, il recevait des lettres par sac. Donc, la police, dans ces pays-ci, il n'y a pas de problème, mais disons qu'il y a des pays qui sont un peu plus conservateurs, vont arriver et puis vont se demander qui est ce nouveau venu-là qui reçoit les lettres au sac. Voilà.
Donc, le gars, en principe, s'est fait mettre en prison, s'est fait questionner. En tout cas, c'est la question d'usage dans les pays où c'est restreint un petit peu. Un peu plus restreint. Maintenant, si on parle justement d'un nombre vraiment impressionnant de cartes QSL, de cartes techniques qu'on s'échange, je présume qu'envoyer ça une par une au tarif international, Danny, ça sera assez dispendieux. Oui. Alors, on se parle, ça coûte 72 sous pour poster une lettre. Et puis, habituellement, si c'est une carte qu'on désire recevoir, bien, on est mieux de peut-être, là, quand payer on voit pour l'envoyer direct. Payer pour l'envoyer direct. Et puis, en plus, peut-être fournir quelque chose à la station pour qu'il puisse, parce que personne ne vit de ça, là, pour que la personne puisse payer les timbres de retour. Habituellement, ce qui est la convenance, c'est une adresse, une enveloppe préadressée avec soit des coupons réponse nationale ou soit des mails de poste. Malheureusement, ce n'est pas vraiment accepté. Du fait que vous envoyez 1 ou 2 $ et puis ça en coûte peut-être la moitié pour l'échange. Donc, habituellement, c'est des dollars américains, malheureusement encore, qui sont la monnaie d'échange, parce qu'un dollar américain paye habituellement l'affranchissement pour n'importe quel pays du monde pour retour au Canada. Donc, une enveloppe préadressée, notre carte avec notre contact, un dollar américain assez bien camouflé dans l'enveloppe pour que ça passe comme il faut, parce que c'est pas tous des gens qui travaillent à la Société des Postes canadiennes. Donc, il y en a qui... Le courrier prend un peu plus de temps à un peu plus de temps, donc il faut essayer de déjouer ça aussi. Pas mettre de beaux timbres sur l'enveloppe, mettre les timbres, disons, les plus vieux qu'on a pour pas que ça porte trop attention, pour que ça passe dans le courrier normal. Disons. C'est tout... Il y a une grosse technique à apprendre au niveau d'envoyer des lettres pour avoir un pourcentage de réponse. Alors, la radio amateur, c'est toujours de l'apprentissage du début à la fin. Ça, ouais. On parle également, Danny, de QSL Carte. J'aimerais peut-être qu'on reste dans le même sujet pour l'instant. Si les envoyer une par une devient dispendieux à ce moment-là, il existe des bureaux. C'est bien ça. Comme le Club radioamateur de Québec fait partie de l'association provinciale, il y a la cotisation de membres, entre autres, comprend le service qu'on appelle de bureau de départ. Donc, à chaque mois ou à chaque réunion, les cartes sont remplies, sont remis à la personne responsable au club ou à l'association dépendant. Et puis, à partir de là, ils sont envoyés à un point central. Et ils sont triés par pays. Et puis, quand la quantité est suffisante, ils sont postés au tarif de colis et non au tarif de lettre première classe. Ils sont postés à ce moment-là, pas individuellement, mais bien en groupe, c'est bien, c'est à un autre bureau qui, lui, refait la distribution. C'est ça? Ça, c'est le principe des transmettre. On fait un paquet bien ficelé, trié par ordre alphanumérique pour être capable d'être retrié par la suite. On envoie ça et puis on attend, on espère que ça revienne. Pour les recevoir, il y a ce qu'on appelle le bureau de retour. Habituellement, on envoie, le nom est connu, la personne qui s'occupe de ça, on envoie des enveloppes toujours préaffranchis et adressés à notre nom au bureau. Puis à mesure qu'ils ont des cartes pour remplir là, qui nous reviennent par la créneau, poste. Voilà. C'est bien ça, ça vient par la poste, directement chez nous. Voilà. Est-ce qu'un écouteur d'onde courte, Danny, peut se prévaloir du même genre, avoir autant de plaisir que nous, oui, faire parvenir des QSL? C'est même surprenant le nombre de cartes qu'on reçoit, parce qu'il faut dire que les stations québécoises, là, VA2, il n'y en a pas des centaines et des centaines. On est plusieurs, peut-être, là, au Québec, mais il n'y en a pas beaucoup à comparer à ce que, par exemple, aux Américains, où ils sont la moitié de la population radioamateur. Voilà. Donc, les VA2 sont quand même assez populaires sur les ondes. Et puis, certains pays, entre autres la Russie, les aspirants radioamateurs, on pourrait dire, doivent faire leur classe. Avant de commencer à transmettre, doivent faire pendant un certain temps de l'écoute. Et puis, pour prouver qu'ils ont de l'écoute, ils envoient des cartes de rapport disant qu'ils t'ont entendu lorsque tu as fait de contact avec une autre station. Et de ce fait-là, tu les envoies pour vraiment confirmer qu'ils ont bien fait la réception. Et puis après même, ça lui donne une chance de faire sa classe. C'est bien ça, oui. Alors, je pense qu'on va en voir tantôt, justement, de ce type de QSL. Ça serait quand même... je te coupe la parole, mais habituellement, c'est des cartes postales aussi. Curieux, ça peut paraître, c'est des cartes postales du pays. Puis aussi curieux, ça peut paraître, autant peut-être la Russie, c'est peut-être un petit peu moins caché que c'était. Mais au niveau de la radio amateur, c'est surprenant encore des cartes QSL qu'avec les photos qu'on peut recevoir là-dessus, et puis des places publiques, des hôtels, des fois des bateaux plus connus, comme on voit le Cruise Stern qui est venu en 84 ici.
C'était une carte, je pense, en 1980, quelque chose comme ça. Des statuts là, où on disait, ben, quand on fait des voyages, on ne peut pas prendre de photos, mais c'est surprenant de voir ce qui est envoyé de leur part. Il faut dire que la qualité n'était pas tellement là. C'est malheureux de dire, ce n'est pas nos belles cartes postales, mais quand même... il y avait quand même certaines restrictions également à et l'intérieur. Possiblement que la qualité du papier n'étant pas là, j'imagine que ce qui fait que... Mais si on voit des murs tomber depuis pas tellement grand temps, on peut s'attendre naturellement à avoir un peu plus de qualité. Possiblement, un gros réveil. Alors, c'est peut-être une attention à porter au niveau des radioamateurs, de faire attention lorsque leur courrier revient, parce que moi, ça m'est arrivé comme ça. J'ai eu une QSL et puis c'était justement un écouteur d'onde courte. Alors, en revoyant justement mon carnet de barre, je me suis aperçu que je n'avais jamais parlé à cette station-là, parce que ça m'était bien adressé, mais comme tu disais tantôt, la station avec qui j'étais en conversation m'a permis de lui faire parvenir sa QSL. C'est très intéressant. Et on a parlé du retour des cartes. On peut peut-être savoir les cycles qui existent également, Danny, parce que c'est pas toujours bon, la radio amateur. Non, effectivement. Non, il y a certaines fréquences où c'est meilleur la nuit et moins bon le jour, et vice-versa, c'est meilleur le jour, pas bon la nuit. Il existe des tables dans des revues, habituellement des revues spécialisées en radio amateur. Il y a des tables qui existent pour voir des temps de propagation selon la fréquence, selon le pays. Je veux dire, à telle heure du jour, telle fréquence. Il existe aussi quelques petits outils qui sont, entre autres, là, une petite réglette qui est assez simple pour celui qui sait s'en servir. C'est une double carte du monde qui est en fond. Et puis, à l'avant, c'est une réglette qui joue ombragée, qui nous montre le jour et la nuit. Donc, présentement, elle est située environ là, à lever du jour au Québec. Excusez, c'est pas le lever du jour, comme le coucher du soleil au Québec. Donc, on voit la partie du Pacifique qui est toute éclairée. Donc, on voit que l'Europe est dans la nuit. Je veux dire, le soleil se couche. C'est meilleur le soir? Tout dépendant des conditions de propagation, tout dépendant des fréquences, tout dépendant des pays. Je veux dire, exemple, le Japon, habituellement sur certaines fréquences, c'est bon le soir. D'autres, le matin. Les Indes, c'est bon le soir sur certaines, le matin d'autres. Tout dépendant un petit peu de la fréquence et de l'heure de coucher. Ça varie aussi avec la saison. Ça varie beaucoup avec la saison. Les meilleurs temps de propagation, selon mon expérience, c'est le printemps, où les jours sont plus longs, les journées ensoleillées sont plus longues, le temps de propagation est meilleur. Maintenant, quelqu'un qui est amateur et quelqu'un qui aspire à devenir radioamateur, pas nécessairement, même si quelqu'un est amateur, comme je disais, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est au courant de toutes les revues, de toutes les techniques. Il y a beaucoup d'amateurs qui travaillent seuls. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut... Amateur, en principe, on peut le considérer au collectionneur de timbres. Voilà, philatéliste par la même occasion. C'est tout seul à contempler ces choses. Et puis, quand il a la chance de les montrer, bien, habituellement, il n'est pas gêné de les montrer. Mais je veux dire, c'est quand même un passe-temps qui est assez restreint, on pourrait dire, là, mais quand même très intéressant. Il existe beaucoup de clubs qui regroupent des amateurs, des écouteurs dans le cours. Oui, il existe beaucoup de clubs au Canada, au Québec, il y en a. À l'extérieur aussi, il y en a. Il y a aussi ce qu'on appelle des clubs, comme plutôt des associations qui financent les activités radio-amateurs. Aussi curieux ça puisse paraître, là, parce que, comme je disais tantôt, on voyait la carte, le 4M0, une petite île dans le Caraïbe. Prendre 15 personnes, envoyer des radios, des antennes pendant 5 ou 6 jours, c'est dispendieux. Il y en a une association, entre autres, aux États-Unis, qui s'appelle la Northern California DX Foundation, qui, eux autres, participent à presque toutes les expéditions. Ils ont un budget environ, c'est aussi surprenant que ce soit pour un passe-temps, là, un budget d'environ 200 000 $ par année qui dépense à acheter des antennes, des équipements, à financer des voyages et puis tout ça. C'est quand même toujours un DX expédition, c'est quand même toujours sur une base expérimentale. C'est bien ça, c'est toujours expérimental. Je veux dire, on amène ce qu'il faut là, comme le strict minimum. Donc, habituellement, les opérateurs qui y vont fournissent déjà une partie, possiblement quelques $1000. Il y a beaucoup de représentants aussi, j'imagine, qui fournissent des appareils. C'est ça, que les représentants fournissent des appareils, mais quand même, là, louer le bateau, l'hélicoptère pour débarquer là, c'est quand même, il n'y a pas personne qui est propriétaire de bateau assez gros pour embarquer tout ça, donc ils ont en financé beaucoup. Et puis, entre autres, comme je disais, ils ont des budgets environ de 200 000 $ qui viennent de contributions de membres
Et puis, vu que les lois américaines ne sont pas les mêmes que les lois canadiennes, il y a des dons de charité qui peuvent être faits à ces associations-là. Donc, le 200 000 vient de la cotisation des membres et des intérêts du capital. Il ne touche jamais au capital. C'est dans le statut. Et puis, on voit un petit peu le genre ce que ça donne. Entre autres, une qui a été financée par eux autres, la petite île déserte, 3-4 palmiers, 2-3 tentes. L'image est trop petite pour nous montrer les antennes, là, mais on peut supposer qu'il y a des antennes là-dessus, qu'il y a des opérateurs. Et puis, justement, en haut, là, en bas, c'était la carte que j'ai reçue pour le contact. Et puis, en haut, c'était le groupe d'opérateurs qui était là. C'était pris sur une revue du réseau des amateurs français, l'association française. J'imagine avoir le teint basané qui ont pris du bon temps également. J'imagine que oui. Ils ont peut-être pris plus de coups de soleil que de bon temps, là, parce que c'est quand même pas facile. Danny, est-ce que tu as participé? Malheureusement, non. Non? Parce que ça prend du temps. Entre autres, je veux dire, entre autres, cette petite île-là, Clipperton, c'est une île française qui est dans le milieu du Pacifique. Donc, faut que tu te rendes au Mexique, prendre le bateau et puis t'en aller là. C'est peut-être un mois, là, je veux dire. Puis pour ceux-là qui préparent justement le DX Expédition, c'est quand même assez important également d'avoir des rapports de signaux d'écouteurs d'ondes courtes et puis... Oui, habituellement, possiblement pour les DX Expéditions, les rapports d'écouteurs d'ondes courtes sont peut-être pas négligeables, mais sauf que la durée n'étant très restreinte. Je veux dire, puis avec le monde qui les appelle, ils voient facilement la propagation, si les fréquences, quel pays ils peuvent contacter. Voilà. Lors d'une prochaine expédition. Eux autres, c'est ça. Quand tu es chez toi et puis il n'y a presque pas personne qui parle, ben, c'est pas facile de savoir s'il y a de la propagation ou pas. Parce qu'à 8 heures le soir ici, il est 9 h, 10 h au Japon, donc tout le monde était comme nous autres, tout le monde est au travail. Donc, c'est peut-être pas évident que la propagation est là. Mais quand ils vont en expédition, il y a vraiment du monde qui les appelle. Donc, ils savent... ils n'ont pas besoin de chercher du monde, en principe. D'accord. Si on parle tantôt le principe de base d'un field day, Danny, c'est quand même assez important. Un field day, on en a vécu. Il était passé au Club radioamateur. Le field day est un type de concours là, qui habituellement est organisé par les clubs au niveau de participation. Alors, c'est un 24 heures. C'est un 24 heures. Le principe de base des concours est pas mal tout ça. Tout dépendant des concours, là, habituellement, ça dure 24 heures ou 48 heures. Habituellement, ça dure du samedi 0 heure GMT là, au dimanche, ça dure habituellement 48 heures. Les règlements sont à peu près les mêmes. C'est toujours faire le plus grand nombre de contacts dans le temps là, réglementaire. Alors pour les chasseurs de certificats ou de... Les chasseurs de certificats, chasseurs de diplômes, c'est quand même plus ou moins facile parce que, disons, il y a beaucoup de monde qui participe à ça. À quelques-uns que j'ai participé, moi, comme on voyait il y a quelques instants, là, le concours des Bermudes, le concours dure 24 heures et puis je me suis classé premier au Québec. Il faut dire qu'au Québec, il y en a peut-être 10 ou 12 qui ont participé, mais quand même là. Parce que là, il y a des diplômes habituellement par province, pour le Canada, pour des concours comme ça. Le gagnant de ce concours-là se mérite à tous les ans. Habituellement, les concours se répètent à tous les ans. C'est un voyage aux Bermudes d'une semaine pour 2 personnes, toutes dépenses payées. Là, quand même, le coût, ça valait... Ça valait la peine. Quoique, on a autre chose à faire la fin de semaine aussi que faire de la radio. Maintenant, ça veut dire que tu avais travaillé combien de temps? J'avais fait peut-être une 60aine de contacts. Puis les personnes gagnantes ont peut-être fait 7 à 800. Donc, j'étais loin derrière tous ces gens-là, mais quand même, ça m'a permis de m'amuser. Surtout, c'était une fin de semaine que j'avais la grippe, je ne pouvais pas sortir, donc ça m'a facile. Ça a passé un petit peu le temps. L'utile à l'agréable. C'est ça, oui. Et puis, entre autres, il y a aussi, pas aussi des concours comme des activités d'organiser. Il y a des activités d'organiser à ce niveau-là. Et puis, des fois, ce n'est pas des diplômes comme des cartes spéciales. Entre autres, comme les Olympiques, habituellement, il y a toujours quelque chose d'organisé. Les Olympiques de Calgary, les Olympiques qu'il y a eu à Los Angeles. Alors, il faut être à l'afflux de ça. C'est bien ça. Habituellement, si on regarde dans les journaux, et puis on trouve beaucoup d'informations là-dedans. Quand on regarde sur les journaux, on voit quelque chose qui se passe un petit peu extraordinaire. Habituellement, il y a toujours une activité de radioamateur qui est reliée un peu à ça. Le voyage de Reagan en Russie, la conférence des premiers ministres du Commonwealth à Vancouver. Il y a toujours quelque chose, le voyage
du pape en Amérique du Sud. Comme là, on voit la carte là, qui était la station aux Villers Olympiques, aux Olympiques l'automne dernier, là, à Séoul, en 88. Donc, c'est pour souligner ces événements-là. Avant qu'on se quitte, Danny, il existe une carte du monde pour la radio amateur, avec laquelle il y a différents préfixes dessus. On va voir ça probablement tantôt si M. le caméraman veut se déplacer. Et puis, j'aimerais peut-être qu'on en parle. Comment travailler avec ce genre de carte? En principe, c'est une carte du monde, là, ce qui est standard, à la différence qu'ils sont, les noms des pays sont marqués, mais par indicatif. Là, ça va un peu plus vite. C'est bien ça, c'est bien ça. Visualiser la station à qui on parle, et puis c'est intéressant. C'est ça. C'est ce qui nous permet un petit peu de se démêler, voir... Alors, on voit présentement VA2, c'est bien ça. Le VA2, c'est le Québec. VO2, c'est le Labrador. VA3 étant... VA1 étant les Maritimes, VA3 étant l'Ontario, et puis ainsi de suite. VA8 étant les territoires du Nord-Ouest. Chaque pays a tout son indicatif, déterminé, comme je disais tantôt, par l'Union internationale des télécommunications. La Russie a les siens. Tout le monde est assez bien structuré. Alors, il y a des zones également qui... Oui, ça, les zones, c'est pour une revue américaine qui se spécialise, elle aussi, dans les diplômes, où ils ont pris la carte, ils ont divisé ça en 40 zones. C'est une autre catégorie, là. C'est bien ça, une catégorie. Toutes les zones. C'est bien ça, sur différentes bandes. Pourquoi ils ont arrivé à 40, pourquoi pas 45, pourquoi pas 50? Je ne le sais pas. On posera la question une autre fois. On posera la question une autre fois, mais c'est toutes sortes de diplômes comme ça. Je veux dire, il existe, on parlait tantôt des diplômes. Exemple, des diplômes de Canada pour ceux qui contactent chaque capitale provinciale. Un peu pour générer... pour tout le monde. C'est ça. Générer de l'activité et puis de l'intérêt aussi avec le temps, parce que c'est quand même pas un passe-temps restreint en temps. Je veux dire, ça a un début, puis... Le passe-temps n'est pas restreint en temps. Malheureusement, nous sommes restreints. Danny, avant de terminer, le conseil que tu donnerais à quelqu'un justement qui veut participer là, à des contacts comme ça, chasser des beaux certificats? La règle d'or est simple. Commencez par écouter. Bien écouter. Bien écouter, c'est ce qui fait la clé du succès. Je veux dire, ce que j'ai fait, moi, je l'ai fait avec des équipements très ordinaires, n'ayant pas des budgets limités là-dedans, puis un peu comme tout le monde. Donc, l'intérêt principal est de bien écouter, et puis le reste... ça s'apprend tout seul. Danny, on te remercie beaucoup. Ça a été très intéressant. Moi, avant de terminer, bien, je vous rappelle cette fois-ci l'adresse, c'est 2700 Jean Perrin, suite 120. Le code postal G2C1S9. Merci beaucoup à Alain qui m'a donné un grand coup de main. Merci beaucoup d'être ici ce soir et à la prochaine.